Bonsoir les Guinéens, dans la fièvre de la fête nationale, 59 ans d'indépendance, coup de projecteur ce soir sur le combat de deux femmes contre la colonisation. L'histoire de la Guinée en photo, un collectionneur d'archives nous présente le pays avant et après l'indépendance. Ce sera notre coup de cœur ce soir. À suivre aussi les efforts d'une dizaine de jeunes dans la promotion de l'énergie solaire. Ils ont décidé de s'investir dans la fabrication de fours et lampadaires solaires. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Dans quelques heures, la Guinée va célébrer la fête de l'indépendance. 2 octobre 1958, 2 octobre 2017, 59 ans de souveraineté. Le pays se souvient de cette date qui l'a fait entrer dans l'histoire. Et pour ce 2 octobre 2017, je vous propose de suivre en fin d'édition l'adresse à la nation du président de la République, professeur Alpha Condé. L'histoire de la Guinée comporte beaucoup de grandes dates, mais le 28 septembre et le 2 octobre 1958 sont des dates repères, des dates qui marquent le véritable point de départ de la Guinée et de la fierté des Guinéens. Retour sur cette journée de vote où des femmes, notamment Mafuri Bangura et Mbalia Camara, par la voie du référendum, ont mobilisé du monde pour rejeter la colonisation. Mabiti Souma. Elles étaient en première ligne lors de l'arrivée du général de Gaulle à Conakry le 25 août 1958. Vêtues de blanc, les Guinéennes étaient sorties en masse tout au long de l'autoroute Fidel Castro. La détermination en bandoulière, elles scandaient en chœur des chansons qui prédisaient la position de la Guinée sur le référendum. Ce jour-là, ce groupe de femmes était dans les rangs. 59 ans après, ces mêmes chansons leur reviennent avec la même ferveur. Le 28 septembre 1958, la participation est totale pour le vote du non. Là aussi, les femmes sont au front pour la liberté. Elles ont non seulement mobilisé les troupes, mais également posé des actes héroïques qui ont ouvert la voie vers l'indépendance. Tout ce que les hommes faisaient dans la lutte pour la liberté, les femmes le faisaient. Par exemple, la milice du PDG RDA, les alphas, les fameux alphas comprenaient des femmes. Je vais vous citer par exemple une femme, la première femme qui a osé regarder le commissaire de police français en face et qui l'a giflé. La première personne qui l'a fait, elle s'appelle Marie Diané. Elle habitait à Boulbini, première avenue. Et la femme la plus intrépide dans le combat était Mbalia Camara, l'héroïne nationale, assassinée le 9 février 1955 à Tondon. La femme qui a le plus dirigé les mouvements de combat, les mouvements des alphas, les mouvements de la milice du PDG RDA, c'était qui? C'était Nabia Haïdar. Nabia Haïdar est très intéressante du point de vue de la lutte du PDG. Parce que c'était, à proprement parler, une bourgeoise. Elle était fortunée, son mari était fortuné, ses parents étaient fortunés, mais elle a pris fait et cause pour le parti des déshérités, le parti des démocratiques de Guinée, le RDA. Et elle s'est engagée à fond dans ce parti. Les femmes ont massivement voté. Les femmes des différentes régions du pays ne sont pas restées en marge de la lutte. Certaines d'entre elles ont également laissé leur empreinte dans l'histoire. À Massanta, il y avait cette égérie, cette héroïne, Wataba qui a régné sur toute la forêt. À Kissidougou, vous aviez Fanta Touré. À Gekedou, vous aviez Djene, Nna Djene. À Kankan, vous avez Djene, Gedia Djene. À Telmine, vous aviez Bintaba. À Mamou, vous aviez Nancy Silla et Tourou Silla. À Kindia. Partout à travers la Guinée, la femme était debout et était au devant du combat pour la liberté. Si fait que les hommes et les femmes ont voté à égalité le 28 septembre 1958.
Les Guinéennes ont joué leur partition pour l'obtention de l'indépendance. Des héroïnes de toute une nation qui ont parfois fait le sacrifice ultime. Elles occupent une place de choix au panthéon des martyrs de notre pays. La Guinée à l'époque avait sa radio, la voix de la révolution. Elle a joué sa partition dans la lutte pour l'indépendance. Les journalistes qui l'animaient s'étaient taillés une belle réputation au-delà même de nos frontières. Belle voix, plume alerte, sens élevé du patriotisme. Ils se souviennent de leur combat. Makemed Onzo. Dans l'histoire de la décolonisation, une page importante s'est écrite dans ce bâtiment. Il abrite aujourd'hui le ministère de l'enseignement technique. Ici, travaillaient les hommes et femmes qui, grâce à leurs plumes de journalistes, dénonçaient le régime colonial. Une manière de préparer les esprits à rejeter progressivement la domination étrangère et baliser le chemin vers l'indépendance. De 1952 à 1967, une dizaine de journalistes étaient mis à contribution pour alimenter la rédaction politique des premiers organes de presse de Guinée. La ligne éditoriale était axée sur un même idéal, la liberté et l'émancipation socio-économique de leur pays. Nul n'était censé ignorer la ligne du parti, mais on apportait un soin particulier à ce que nous n'attendions pas les choses, on n'avait pas besoin de ça au début de l'indépendance. C'était pour œuvrer à consolider cette indépendance, à resserrer les rangs des Guinéens, les conscientiser sur leurs responsabilités historiques pour bâtir une Guinée nouvelle, ainsi aboutir à la prospérité et au bonheur du peuple de Guinée. La conception et la diffusion des sujets étaient réalisées dans le bâtiment de l'actuel commissariat central de police de Kaloum. À cette période, la presse était à l'épicentre pour la consolidation de l'unité nationale. Pour se faire entendre au-delà des frontières guinéennes, Ahmed Sékou Touré passait par la radio. Les meetings, les théâtres, les poèmes et les chansons étaient entre autres moyens de communication pour atteindre la population à la base. Sékou Touré a dirigé la Guinée pratiquement entièrement en se reposant sur la presse. Et c'est ainsi qu'il a réussi à avoir l'aide des grands pays pour faire de la radio Guinée une radio internationale qui émettait dans le monde entier, qui était entendue à Cuba, en Europe, partout dans le monde. Parce que c'est grâce à ça qu'il a pu diffuser sa pensée politique. Donc la presse a joué idéologiquement, sociologiquement, un très grand rôle. Il était reconnu comme un très grand tribun. Ces meetings étaient massivement fréquentés. Lorsque l'on apprenait que Sékou Touré tenait un meeting quelque part, on y accourait. Dans ce groupe, il y avait des femmes qui assuraient avec loyauté la technique. Parmi ces techniciennes figure Madame Saadi, née Hadjanena Aïssatou Diallo. Durant 15 ans, elles ont respecté les rigueurs du régime. C'était pas facile, parce que les studios à l'époque, c'était des studios avec différents appareils. Il y avait les Ampex, il y avait les Telefunken qui étaient réunis pour former le studio. Et là, c'était pas facile parce que c'est pas la même marque d'appareil. Mais quand même, on s'en est sorti. Et vraiment, on s'en est sorti et on travaillait dans la joie, dans la gaieté. Après une cinquantaine d'années, ces journalistes formés idéologiquement sur l'éthique et la déontologie du métier gardent toujours le souvenir de la profession. Ils ont joué leur partition dans la lutte pour l'indépendance nationale et ont réussi à se faire remarquer sur le plan international. Toute une école pour la nouvelle génération. On va marquer un arrêt sur image avec un archiviste. Il collectionne des photos allant de la période coloniale à maintenant, la trajectoire de l'histoire guinéenne. Et depuis que notre reporter Fodé Camara a découvert ces photos, il ne se lasse plus de les contempler au point d'en tomber littéralement amoureux. L'histoire en images dans ce reportage. Au quartier Almamia, à proximité de la Direction générale des douanes, le bureau du coordinateur général de l'Association des importateurs de véhicules s'apparente à un petit musée. Depuis une dizaine d'années, ce passionné collectionne des photos qui arrêtent le temps et permettent aux visiteurs
de découvrir les différentes péripéties de la marche glorieuse du peuple du non du 28 septembre 1958. Voilà, proclamation de l'indépendance de la Guinée. Les Blancs, ils sont amenés un bateau ici pour prendre notre monnaie guinéenne et notre archive pour amener à Dakar. Alors les enfants, ils ne connaissent pas ce qu'il dit. J'ai fouillé les 3 archives de la Guinée, ici, et Sandarwalia, et ici, gendarmerie. Le musée de Sandarwalia. Musée de Sandarwalia et musée de là-bas. J'ai trouvé qu'il n'y a rien. Alors, les enfants, ils doivent garder les mémoires qui a passé de Conakry en 1800 jusqu'à 1958. Ils doivent connaître. Telle une pièce de théâtre, ce mini-musée offre un merveilleux spectacle où des personnages de différentes générations se côtoient. Les gouverneurs de la Guinée coloniale, les résistants à la pénétration française, sans oublier le président Ahmed Sékou Touré et ses compagnons de l'indépendance. Ici, chaque photo a sa petite histoire qui contribue à asseoir les bases de la mémoire collective dans un esprit de solidarité et de complémentarité. La Guinée ne peut pas aller avant si ce n'est pas un mouvement d'ensemble. On doit monter ensemble, descendre ensemble. Toi seulement, tu ne peux pas aller. Moi seulement, je ne peux pas aller. C'est le mouvement d'ensemble qui peut aller dans ça. On va écouter tout le monde. Même les Baléaires, ils connaissent quelque chose. Tu ne peux pas dire qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent quelque chose. Quelqu'un qui a fait ce travail, moi, je n'ai jamais rentré à l'école. Je n'ai même pas passé porte d'école. Mais j'ai pensé à ça, j'ai dit la Guinée n'est pas d'archives, ni de travail. Il doit avoir son archive nationale. Ce mini-musée retrace aussi l'Odyssée de Conakry, la perte de l'Afrique occidentale et son centre historique, l'île de Tombo. Une île dont la corniche, bercée par l'océan Atlantique, offre aux visiteurs une magnifique vue panoramique. Et ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. À l'occasion du 59e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance, son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, procédera au dépôt d'une gerbe de fleurs le lundi 2 octobre à la place des Martyrs dans la commune de Kaloum. Sont conviés à prendre part au cérémonial prévu à 10 h les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le Haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la douane, des conservateurs de la nature et de la sécurité publique, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Messieurs les coprésidents de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, Mesdames et Messieurs les compagnons de l'indépendance, Mesdames et Messieurs les leaders des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales et de la société civile, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le 1er octobre 2017, a signé le directeur Moussa Cissé. Enfin, il n'y a pas que la Guinée qui soit dans la fièvre de la fête d'indépendance. Le Mali aussi. Nos voisins célèbrent l'an 57 de leur accession à la souveraineté nationale. Une occasion que les Maliens de Guinée mettent à profit pour faire des prières. Fatima Diallo.
Les ressortissants maliens vivant à Conakry se sont donné rendez-vous à Hamdallaye pour célébrer cumulativement leur fête nationale et celle de leur pays hôte. Placée sous le signe de la solidarité entre les peuples, cette cérémonie est initiée par l'association Vision Nouvelle, avec un seul but, unir les ressortissants maliens en Guinée. L'association Vision Nouvelle a jugé nécessaire de faire recours aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux femmes qui s'occupent des familles et des personnes démunies. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, en gros, avec la Guinée et le Mali, pour commémorer ces deux fêtes. Nous célébrons cumulativement des événements qui ont touché des peuples. Et ces deux événements sont en fait un événement. Et ces deux peuples sont en fait un peuple. Et que la communauté malienne en Guinée comprenne et matérialise cette unité dans la célébration présente nous le conforte à plus d'un titre. Ces Maliens ont mis à profit cette journée pour lire le Saint-Coran, mais aussi faire des sacrifices. Objectif, implorer la grâce divine pour le retour de la paix au nord du Mali. Maliens et Guinéens se réjouissent des relations entre les deux pays. Depuis les années 86, je suis en Guinée. Je me sens plus guinéen que malien ici en Guinée. Oui, vraiment, je n'ai aucun problème. Depuis 1986, je me sens comme si je suis au Mali. De 1958 jusqu'à maintenant, la Guinée, les chefs d'État qui se sont succédés au Mali et en Guinée ont eu de très bons rapports. Qu'on le reconnaisse oui ou non, l'OUA est parti de l'unité entre les trois pays, la Guinée, le Ghana et le Mali. Ça a été l'effort fourni par le président Modibo Keïta. Après l'agression du 22 novembre, la Guinée était entourée de tous les pays hostiles. Seul le président Moussa Traoré a eu le courage de dénoncer cette agression en disant « Attention, nous avons attaqué une partie de la Guinée ». Et troisièmement, dans l'affaire Ebola, tous les pays voisins ont fermé leurs frontières. Je sais de quoi je parle. Alors à partir de ça, le président ATT a eu le courage de ne pas fermer sa frontière. Créée en 2011, l'association malienne Vision Nouvelle œuvre au renforcement des relations d'amitié entre Maliens et Guinéens tout en s'impliquant dans l'humanitaire. À travers cette organisation, elle vient au secours des démunis et des personnes âgées. Dans l'actualité également, la journée du tourisme à Koya, une célébration différée pour rendre hommage au patrimoine touristique guinéen. Thème retenu cette année, tourisme durable, un outil au service du développement. Ousmane Ba. Cette année, les autorités ont choisi Koya dans le Sumbuya profond pour célébrer en différé la journée mondiale du tourisme. Elle démarre par la visite de quelques infrastructures hôtelières. À l'hôtel Maison Blanche, les travaux d'extension vont bon train. Nous avons un projet d'extension de 24 chambres, 4 chambres suites, 20 chambres au simple avec une salle de conférence d'une capacité d'accueil de 200 personnes. Et en plus de ça, il y a un grand restaurant moderne sur le balcon et avec un restaurant sous-sol. C'est ici, dans le parc Mili Mamoudou, situé à la sortie de Koya, aux abords de la route nationale numéro 1, que se sont déroulées les festivités. Une occasion pour débattre du thème retenu cette année, tourisme durable, un outil au service du développement. La Guinée est la synthèse de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez la zone côtière, vous avez la zone des montagnes, vous avez la zone de la savane, vous avez la région forestière. C'est ce cadre physique que l'on retrouve séparément dans les autres pays. Mais la Guinée a réussi à réunir ces quatre particularités en son sein, ce qui lui donne un contexte et un cadre original qu'il peut exploiter et valoriser. Au niveau mondial, le secteur du tourisme occupe 10% du produit intérieur brut. Et à l'horizon de 2030, il y aura 1,8 milliard de touristes à travers le monde. C'est un chiffre important, ce qui fait que nous devons faire attention et gérer tout ce flux de personnes.
Comment gérer? Pourquoi gérer? Parce que le tourisme, comme il a dit tout à l'heure, c'est une ressource inépuisable. Si les réserves de mines, de manganèse, de fer, de bauxite peuvent s'épouser, mais le tourisme ne s'épuisera jamais tant que l'homme continuera à respirer sur terre. La danse du terroir et des sketchs sur le civisme ont égayé le public. Les autorités se sont enfin recréées au bord du Marigot qui ceinture le parc. Ici, l'on admire la beauté de la nature et l'on renifle le parfum de la végétation qui embaume l'atmosphère. À Kindia, 500 millions de francs guinéens viennent d'être mis à la disposition des femmes de la MUFA locale, une idée du président Alpha Condé pour promouvoir l'autonomisation des groupements féminins. Il s'agit d'un crédit mais avec un faible taux de remboursement. Moussa Bangora. Un ouf de soulagement pour la population du district de Foulaya, dans la préfecture de Kindia. C'est une enveloppe de 500 millions de francs guinéens qui vient d'être mise à la disposition de la MC2, mutuelle de croissance communautaire de la localité, à travers Afriland First Bank. Cette initiative du chef de l'État vise à aider les paysans et groupements de femmes à se prendre en charge, mais également à lutter contre la pauvreté. Comme c'est un départ de façon rationnelle, pour que au deuxième tour ou au troisième tour, les gens puissent être de façon plus grandiose dans leurs demandes. Chaque demandeur a été sensibilisé et ils ont promis qu'il n'y aura pas d'objection. Tous ceux qui ont bénéficié de ce montant aujourd'hui, ils n'ont qu'à payer dans le délai contractuel, dans le délai qui a été imparti, pour que ça puisse servir d'autres aussi à l'avenir. Pour ce départ, 20 millions de francs guinéens ont été distribués aux différents groupements selon la demande de crédit. Ces groupements s'engagent à respecter les principes de remboursement. Je remercie le président de la République de Guinée d'avoir initié ce programme-là. Je vais faire la teinture pour que je puisse améliorer et rembourser la dette que j'ai prise à la MC2. Nous évoluons dans l'agriculture. Avec ce crédit, on pourra payer les engrais et autres outillages pour augmenter la production. Nous comptons rembourser à temps. Grâce au taux de remboursement de l'ordre de 1,5%, les associations et groupements de femmes d'ici peuvent se frotter les mains. Ce fonds revolving va être d'un grand apport dans la bataille pour leur autonomisation. Lutte contre le paludisme, la région forestière au premier plan. Le ministère de la Santé expérimente une nouvelle stratégie, l'implication des élèves et des chefs religieux dans la sensibilisation. Bernard Tonguino, Amara Kobasouba. En Guinée, le taux de prévalence du paludisme est aujourd'hui à 15%. Le chiffre constitue une préoccupation de santé publique. Le programme national de lutte contre le palu et ses partenaires optent pour une nouvelle stratégie afin de vaincre la maladie. L'approche associe les leaders religieux et des écoliers comme vecteurs clés de la communication et de la mobilisation sociale contre le paludisme. L'opération est lancée ici à Zérékoré au compte de la phase pilote. Beaucoup des efforts sont consentis dans le cadre de la lutte contre le paludisme et des résultats bien sûr sont obtenus au jour d'aujourd'hui. Mais cependant, pour pérenniser ces résultats et permettre d'atteindre les objectifs déjà visés, notamment la préélimination et vers l'élimination du paludisme, il va falloir que les autorités, la communauté s'implique davantage pour la prévention et la prise en charge du paludisme. Par cette mobilisation, leaders religieux, personnel enseignant, acteurs de la société civile et les autorités locales adhèrent à la nouvelle stratégie. Tous s'engagent à vulgariser les messages pour un changement des comportements des populations contre le paludisme. Nous allons nous impliquer corps et âme à donner ce message aux populations dans les homélies, dans les conférences que nous faisons. Parce que sachez que nous nous regroupons au cours de l'année 3 fois des jeunes, parfois plus de 5000 jeunes dans nos paroisses. Parler à ces jeunes, c'est plus important encore. Dans la jurisprudence islamique, les 5 points qui sont cités, un point consiste à sauver l'âme. Sauver l'âme, c'est quoi? Ça, c'est entretenir l'entourage de l'homme.
c'est entretenir sa santé. Pour la région des Élécorés, la stratégie pilote écoliers et leaders religieux contre le paludisme est mise en œuvre par l'ONG Plan International Guinée. Près de 500 religieux et enseignants des préfectures des Élécorés, Macenta et Béla seront formés en la matière. Après la phase pilote, l'opération devrait s'étendre à toutes les régions du pays. Globalement, c'est tout le système de santé qui bénéficie d'un coup de main pour rester debout après le chapitre Ebola. En témoigne ce projet de construction et réhabilitation des structures sanitaires nationales. 54 millions d'euros sont injectés dans ce programme. Sori de Kira. C'est le premier projet d'envergure en faveur du système de santé depuis la déclaration de la fin de la maladie à virus Ebola. Le projet entend améliorer les conditions de santé de la population à travers les composantes comme le renforcement du plateau technique des hôpitaux, la construction d'infrastructures sanitaires et la fourniture d'équipements spéciaux. Nous allons construire des centres de santé dans des localités moins bien desservies pour agir un tout petit peu sur les déséquilibres constatés par-ci, par-là. Au total, il y aura 18 centres de santé qui seront construits par le projet. Il y aura 7 centres de santé urbains. Il y aura 3 centres de santé améliorés. Et également, nous allons intervenir sur certains édifices hospitaliers, notamment dans la région de Conakry. Nous allons finaliser le Centre national de la santé de la reproduction. Nous allons également faire des travaux d'extension du centre de santé de Matoto pour le faire évoluer vers un centre hospitalier régional. Et il y aura également les travaux de réhabilitation et d'extension du centre communal Les Flamboyants. Ce projet est très important pour l'UNICEF parce que ça nous permet d'atteindre l'objectif d'offre de soins de qualité aux enfants et aux femmes de la Guinée. Donc c'est un projet très important pour nous parce que ça va nous permettre d'atteindre l'équité dans les soins de qualité. Le coût du projet d'appui au système de santé post-Ebola s'élève à 54 millions d'euros. Après les études techniques, 50% de l'investissement reviennent à la région de Boké, 33% et 17% respectivement aux régions de Mamon et Zérékoré. L'assistance dénote de l'intérêt constant que la Banque islamique de développement accorde à la Guinée, particulièrement à son système de santé. La Banque islamique n'est pas sa première intervention dans le secteur. L'histoire récente de notre système de santé retient les appuis qu'elle a apportés dans le cadre de projets de grande envergure qui ont eu pour nom le projet de réhabilitation et d'extension de l'hôpital national d'Onka et le projet d'appui à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Je souhaite que cet appui se maintienne pour conduire ensemble avec la volonté de toujours ce projet auquel le président de la République, le professeur Alpha Condé, accorde la plus grande importance par ce qui concernant la vie des populations. L'exécution du plan de renforcement du système de santé connaît des avancées en Guinée depuis le passage de la maladie à virus Ebola. Ce nouveau projet d'amélioration couvre la période 2017-2019. La promotion des énergies renouvelables. Progressivement, beaucoup d'initiatives individuelles se tournent vers le solaire. 10 jeunes viennent de bénéficier d'une formation dans les techniques de fabrication de fours solaires et autres lampadaires. L'idée, c'est d'atténuer les effets du changement climatique. Valérie Talimane, Sekou Sissoko. Les actions de lutte pour la réduction de la production du gaz à effet de serre se multiplient. À Conakry, une dizaine de jeunes s'est constituée en équipe pour fabriquer des fours solaires en vue de limiter la consommation du bois. Une imitation de l'expérience étrangère pour promouvoir l'usage des énergies renouvelables. J'étais en Inde et là, un soir, j'ai vu un village qui était complètement éclairé. J'étais tellement sidérée parce que ce village n'avait même pas de bâtiment solide. Je me suis demandé, mais comment ça se fait? Donc je suis allée voir et ils m'ont expliqué qu'un certain Dr. Comp, un Américain, un scientifique, est venu et les a formés. Je dis formés comment? Ils ont appris à tout faire manuellement et ils ont créé leurs propres panneaux, ils ont créé leurs propres ampoules, ils ont créé leurs propres
torche. Je me suis dit, mais si il y a des gens locaux qui ne savent ni lire ni écrire, sont capables de faire une chose pareille, pourquoi pas en Guinée? Ces panneaux peuvent produire de l'électricité jusqu'à 85 volts grâce à une cellule solaire. Des installations réalisées grâce à une expertise américaine. Cette fabrique est tirée d'une matière première locale. Les matières que nous utilisons ici pour la construction de tout ce que vous voyez, d'abord la toute première c'est la cellule. Les cellules, à travers ces cellules, nous fabriquons, c'est-à-dire des panneaux, la cellule, le EVA, et des fois aussi le liquide silicone. Donc c'est à travers ça que nous fabriquons, c'est-à-dire le panneau qui est introduit dans ce four que vous voyez. Donc ce four-là, s'il sert, c'est-à-dire à capter la chaleur pour garder à l'intérieur à une température de 125 degrés Celsius pour que réellement nous puissions faire fondre les panneaux que nous préparons. L'ingéniosité de ce groupe de jeunes permet d'encourager l'entrepreneuriat et réduire progressivement le taux de chômage. Un élan qui réconforte les autorités communales de Ratoma. C'est une fierté et c'est un très grand plaisir d'être là, de saluer l'initiatrice de cet événement, de cette entreprise, Mme Binta Terrier, qui a abandonné le confort de New York et l'argent qu'elle y gagne et pour venir investir dans son pays, pour aider des jeunes Guinéens. Le lancement des toutes premières activités de la société Aircomp Énergie Solaire relance la volonté populaire de la consommation du courant électrique dans la capitale. Cette société compte mettre à la disposition des citoyens de Conakry et de ses environs des produits de qualité pour résoudre le déficit de courant électrique. 125 jeunes de Conakry pour une formation sur la bonne gouvernance. La société civile rêve d'une élite qui poussera les pouvoirs publics à rendre compte. Ces stagiaires viennent de toutes les communes de la capitale. Alpha Isiagaba, Seydou Bandjaï. Pour mieux amener les citoyens à participer à la gestion de la chose publique, l'ONG Leadership Jeunes pour la paix et le développement en Afrique s'implique. La structure initie des séances de formation des jeunes des différentes communes de Conakry. Une formation axée sur les techniques de contrôle de l'action publique par le citoyen. C'est beaucoup plus éducatif que demander par la rue en utilisant les bâtons, les cailloux et consorts. Nous avons préféré ou plutôt prendre une autre façon de faire, c'est former les gens pour qu'ils puissent demander aux gestionnaires de rendre compte suivant les lois et règlements en vigueur de la République de Guinée. 125 jeunes bénéficient de cette formation basée sur la garantie de bonne gouvernance. La démarche vise également à créer un cadre de concertation entre la population et les autorités en vue de faire une recommandation relative à la gestion de la chose publique. Il y a aussi un cadre de concertation que nous allons créer et pour permettre aux autorités et la population de discuter afin de trouver des solutions concertées aux vrais problèmes de la communauté. Appuyé par Osiwa, l'ONG Leadership Jeunes pour la paix et le développement en Afrique, le JAPAD, entend poursuivre cette campagne à l'intérieur du pays. Dans les prochains jours, de nouvelles opérations publiques sont annoncées à Conakry en vue de mieux expliquer aux jeunes l'enjeu de la bonne gouvernance pour le développement. L'occupation anarchique des voies publiques. Comment impliquer les jeunes dans les opérations de déguerpissement? C'est le combat d'une ONG qui travaille en synergie avec le ministère de la Sécurité. Un combat loin d'être gagné, mais qui mérite d'être mené. Mounir Bari, Abdoulaye Diallo. Des gargotes de fortune construites en pleine chaussée, des étalazistes installés anarchiquement sur les différentes voies publiques de la capitale. Pour lutter contre cette pratique, les autorités comptent lancer en novembre une vaste campagne de déguerpissement. Nous sommes sur un terrain très difficile par rapport à cette activité. C'est pourquoi le ministre de la Sécurité a demandé de faire d'abord la sensibilisation pour pouvoir vraiment informer, éduquer suffisamment la population par rapport à cette activité. Cette activité a un but et un objectif recherché. Le but d'abord, c'est d'informer et d'éduquer la population pour libérer les emprises des carrefours. Ensuite, les garagistes qui sont sur nos routes, les étalagistes qui envahissent nos routes pour éviter les cas d'accident. Avant l'opération, quelques jeunes de la capitale regroupés en ONG
en synergie d'action avec le département de la sécurité, s'engage dans la sensibilisation. Nous avons mandat pendant tout ce mois d'octobre-là d'informer les citoyens qui sont les occupants de ces emprises, de libérer et vraiment accepter d'occuper l'intérieur des marchés et libérer les emprises. Ce qui m'a motivé d'abord le plus, c'est pour lutter contre les embouteillages. Et d'ailleurs, des accidents aussi qui se produisent souvent sur les routes. Donc, grâce à cette sensibilisation, je sais que beaucoup de choses changeront. Les initiateurs du projet et les animateurs sociaux qui seront déployés sur le terrain, la campagne vise à sensibiliser et à prévenir les populations sur la nécessité de libérer les emprises en faveur de la fluidité de la circulation. Littérature enfin, le prix William Sassine est lancé, un concours d'écriture ouvert à tous. Les postulants ont jusqu'au 23 décembre pour déposer leur production. Karim Kamara. Avec le prix littéraire William Sassine, une autre brèche d'incitation à la lecture s'ouvre en Guinée. C'est un concours d'écriture initié par le CIRD, Centre international de recherche et de documentation. Pour le CIRD, le choix de Sassine comme nom du prix traduit l'esprit d'ouverture de l'écrivain. Sassine est un écrivain qui a toujours été à l'écoute du monde autour de lui. Il avait une imagination fertile, il avait une curiosité et une intelligence. Tout le monde s'accorde à dire que Sassine avait une intelligence extrêmement vive, qu'il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Le prix est ouvert aux participants guinéens et du monde entier. Pour cette première édition, le thème est cette célèbre phrase de William Sassine, citation. On a tellement de réalité qu'on n'écrit pas avec l'imagination. Il suffit d'ouvrir sa fenêtre, d'ouvrir sa porte, de faire 100 mètres dans la rue pour que vous voyez des choses qui défient l'imagination. Fin de citation. Le postulant doit écrire dans cet esprit une nouvelle de 10 à 20 pages. L'esprit, c'est son style assez dynamique, acéré, son style pertinent, et puis son regard sur la société, sur la santé, sur l'école. Les textes sont adressés au CIRD par courriel avant le 23 décembre 2017. 4 prix seront décernés aux 4 meilleurs textes. Les lauréats seront récompensés lors de la prochaine édition des 72 heures du livre en avril 2018. Je rappelle ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. À l'occasion du 59e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance, son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, procédera au dépôt d'une gerbe de fleurs le lundi 2 octobre à la place des Martyrs dans la commune de Kaloum. Sont conviés à prendre part au cérémonial prévu à 10 h, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le Haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la douane, des conservateurs de la nature et de la sécurité publique, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Messieurs les coprésidents de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, Mesdames et Messieurs les compagnons de l'indépendance, Mesdames et Messieurs les leaders des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales et de la société civile, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 1er octobre 2017, a signé le directeur Moussa Sissi.
Dans quelques heures, la Guinée va célébrer la fête de l'indépendance, 2 octobre 1958, 2 octobre 2017, 59 ans de souveraineté. Le pays se souvient de cette date qui l'a fait entrer dans l'histoire. Et pour ce 2 octobre 2017, je vous propose de suivre l'adresse à la nation du président de la République, professeur Alpha Condé.